B2B avec Groupe Mutuel, l'assureur des entreprises et des indépendants. B2B, en partenariat avec la GFI. Retrouvez chaque semaine une personnalité romande, monde de l'économie, portrait, entrepreneur et innovation. Rencontre avec les femmes et les hommes qui font la Suisse romande. B2B. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans B2B, en partenariat désormais avec la GFI et son rédacteur en chef. Bonjour Frédéric Lelièvre. Bonjour Vincent, je suis ravi de cette collaboration qui continue avec B2B. Et pour cette nouvelle semaine, nous recevons le fondateur et CEO de la société WeCan, Vincent Pignon. Bonjour. Bonjour Frédéric, bonjour Vincent. Bonjour. Avec vous, Vincent Pignon, nous allons nous plonger dans l'univers de la blockchain, qui ne s'applique pas qu'au Bitcoin et aux autres crypto-monnaies, mais à bien d'autres choses encore. C'est la technologie qui est au cœur de l'activité de WeCan. WeCan, ça a été créé en 2015, pardon. C'est une fintech, comme on les appelle, qui a commencé en facilitant le financement participatif, mais qui fait aujourd'hui d'autres choses. On y reviendra. Nous nous intéresserons également à votre carrière en 3 points. Elle est axée sur la recherche, l'enseignement, l'entrepreneuriat, votre vision de la Suisse également. Et en fin d'émission, nous terminerons avec un quiz éclair. Vincent Pignon, WeCan Comply, en bon français, c'est le produit phare de votre entreprise. Il a été lancé il y a à peu près 9 mois. Je le présente comme un coffre-fort numérique qui est censé faciliter le respect des normes juridiques. Il est en particulier utilisé par des banques, certains grands noms de la place à Genève comme Pictet ou Lombardier, aussi par beaucoup de gérants de fortune indépendants. Mais avant d'aller plus loin, concrètement, ce coffre-fort numérique, comment fonctionne-t-il ? Alors effectivement, on a lancé il y a 9 mois, mais c'est un travail qui a été mené préalablement pendant un peu plus de 2 ans avant le lancement, avec une dizaine de banques privées, avec pour principale ambition de sécuriser les données des clients et des contreparties des banques, et de pouvoir garantir la conformité de ces données par rapport aux exigences du régulateur financier, c'est-à-dire la FINMA. Concrètement, de quelle conformité on parle ? Alors, on parle principalement aujourd'hui avec les gérants de fortune indépendants de lois qui sont d'ordonnances qui sont LSFIN et LEFIN. Alors, c'est assez spécifique aux gérants de fortune indépendants parce que précédemment, ils n'étaient pas ou peu régulés, ils étaient auto-régulés. À partir de la fin de cette année 2022, ils vont être contrôlés par des organismes de surveillance. Donc, il y a un changement réglementaire qui impacte de façon assez importante, en tout cas, cette industrie-là. Et quel type de nouvelles règles doivent-ils respecter et en quoi votre coffre-fort les aide-t-il ? Alors, ils vont devoir obtenir une licence et avoir un certain nombre de données et de documents liés à cette licence et s'assurer de la conformité de leur activité par rapport à la FINMA. Donc, c'est très nouveau. La Suisse, précédemment, était relativement autonome pour ces acteurs-là en termes de régulation. Là, il va y avoir un contrôle renforcé. Ce qui impacte d'ailleurs passablement l'industrie avec des mouvements de fusion-acquisition, des regroupements au sein de certaines banques, des gérants de fortune indépendants. Et finalement, l'ambition, c'est de leur faciliter le travail avec ce coffre-fort et faciliter le partage auprès de leurs banques dépositaires et de toutes leurs contreparties. Mais ça veut dire bien identifier les clients, bien identifier ce qu'on appelle l'ayant droit et le documenter. C'est à ça que sert votre produit ? Alors exactement, ça sert à mettre toutes les informations en lien avec ce que pourrait demander. On pourra peut-être revenir sur cette actualité Ukraine. Oui, j'allais venir. Il y a eu des sanctions prises contre différentes personnalités russes. Et c'est un outil comme le vôtre. Ça sert justement à voir qui a ses clients et comment appliquer ces sanctions. Alors exactement. L'intérêt de cet outil, c'est qu'on fait de l'audit de la conformité en temps réel. Et donc, on a un tableau de bord qui permet de s'assurer qu'on est conforme avec la loi. On a commencé dans l'industrie bancaire, mais c'est quelque chose qui va pouvoir s'appliquer à beaucoup d'autres industries, y compris à l'international. Est-ce que cette crise ukrainienne, ou entre la Russie et l'Ukraine, c'est un peu votre crash test ? Voilà un test, en tout cas grandeur nature, de est-ce que le système fonctionne ? Alors, à court terme, je dirais que les banques là sont passablement occupées, et surtout les services compliance, parce qu'ils doivent vérifier que toutes leurs
justement, toutes leurs données sont bien à jour par rapport aux contraintes qui sont imposées par les différents gouvernements. Mais tous ceux qui sont équipés de systèmes comme les nôtres, c'est sûr, vont gagner beaucoup de temps pour pouvoir extraire ce type d'informations. La problématique, en particulier de l'industrie jusqu'à présent, c'est que c'était très peu digitalisé. Donc, beaucoup de documentation était encore papier, dans des classeurs. Quand une liste est publiée, par exemple, par les autorités suisses, il fallait manuellement vérifier les noms. Là, avec un système comme We Can Comply, c'est plus rapide. Exactement. Et c'est sur la blockchain. Exactement. Alors pourquoi sur la blockchain ? Alors, disons que la blockchain, ça a permis déjà de mettre les banques autour de la table. Donc, quand on a commencé il y a 3 ans avec cette dizaine de banques, l'intention, c'était de voir l'impact de cette nouvelle technologie pour des acteurs bancaires. Et finalement, c'est eux qui ont identifié le use case qu'on est en train de faire avec les gérants de fortune indépendants, bientôt avec les trustees également. C'est un autre public qui a aussi beaucoup de... Donc, lié au trust, à ces entités qui permettent de placer des actifs d'un client privé. Exactement, ouais. Mais sur lequel il y a beaucoup de compliance également, sur lequel les banques sont très vigilantes, les régulateurs aussi. Et du coup, finalement, en co-construisant la solution avec eux, on s'est rendu compte que la blockchain allait pouvoir permettre d'avoir une auditabilité certaine et absolue. C'est-à-dire personne ne peut venir corrompre l'information dans la base de données, alors que si on met ces informations dans une base de données chez une banque, il peut toujours avoir un administrateur central qui modifie cette information a posteriori. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est que là, on a un partage qui est totalement décentralisé. Donc, si un gérant de fortune partage ses informations à 10 banques, il va pouvoir le faire depuis son coffre-fort et tout le monde aura la même information en même temps. Comment est-ce qu'on s'assure qu'il n'y a pas de piratage, que les données restent bien sécurisées ? Alors, disons que là, comme on l'a aussi co-construit avec les banques, c'est vraiment une particularité de We Can Comply. C'est que ce n'est pas un produit qu'on a créé et qu'on a été commercialisé aux banques, c'est un produit qu'on a construit avec les banques, qui d'ailleurs a engendré la création d'une association qui s'appelle la Blockchain Association for Finance, qui a pour objet de réguler toutes nos activités. Et aujourd'hui, tout ce que nous faisons... L'autocontrôle. Exactement. L'autorégulation. Exactement. Alors, même plus qu'autorégulation, c'est... En tout cas, de l'association envers We Can, c'est un contrat qui est très ferme et très clair, notamment sur la protection des données, sur le stockage des données, sur le choix de nos fournisseurs, sur le choix de nos collaborateurs, notamment le fait de ne pas avoir de collaborateurs en dehors de Suisse qui interviennent sur les logiciels qu'on développe. Donc, c'est une certaine liste de prérequis qui nous est demandée par cette association et évidemment qu'on respecte. Donc, on est audité. Ils font également ce qu'on appelle des audits de sécurité avec des attaques systématiques informatiques pour s'assurer que tout est robuste. Donc, on pourrait voir ça comme une contrainte. Pour nous, c'est une garantie qu'on est au niveau des exigences bancaires. La blockchain, alors c'est accessible en temps réel, votre technologie, on l'a bien compris, c'est sécurisé. Au niveau de sa durabilité, qu'est-ce qui garantit que l'information est vraiment pérenne dans les décennies à venir ? Alors, c'est intéressant, on pourra peut-être rentrer sur des détails techniques le cas échéant. Ici, on est sur une blockchain privée, ce qu'on appelle privée. Il y a vraiment une distinction aujourd'hui entre les blockchains publiques et les blockchains privées. Blockchain publique, c'est des blockchains comme Bitcoin ou Ethereum. Blockchain privée, c'est des blockchains sur lesquelles les nœuds du réseau sont détenus par les membres du réseau. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on a créé cette association, parce que c'est aujourd'hui la Blockchain Association for Finance qui est garante de ce réseau, des nœuds du réseau et du partage du réseau. Donc, c'est eux qui assurent la pérennité du réseau et tout ce qui s'ensuit, donc la sécurité, etc. Sans être trop technique, ce réseau, il est assuré par quoi ? Des machines physiques détenues par les différents membres du réseau ? Alors, c'est exactement ça. C'est des machines physiques qui sont en Suisse, exclusivement en Suisse, avec ce qu'on appelle de la redondance. Donc, s'il y a une machine qui tombe, il y a d'autres machines qui vont être capables de prendre le relais, avec différentes zones géographiques également, dont certains, un des centres s'appelle Mountain. Il est basé sous la montagne, dans un bunker, pour être certain que même dans une perspective alors qui semblait lointaine à l'époque, qui pourrait l'être moins aujourd'hui, mais d'attaque nucléaire, on soit capable, post-attaque nucléaire, de pouvoir remonter la base de données. La spécificité, c'est que toutes les données sont encryptées du début à la fin. Donc nous, en tant que prestataire, provider pour les banques, on est incapable de lire l'information qui transite sur notre plateforme et dans nos tuyaux, si on veut.
Mais à l'inverse, si la justice voulait faire la clarté sur le cas d'un client difficile, est-ce que ça leur donne un outil de transparence qui n'existe pas forcément aujourd'hui ? Alors, disons que là, ce qu'on résout, c'est le partage d'informations entre des gérants et des banques. Et les gérants encryptent, c'est eux qui sont propriétaires des données qui saisissent dans le système, c'est eux qui l'encryptent et ils donnent ce qu'on appelle des clés de décryption aux banques. Si demain, la FINMA ou le gouvernement ou un gouvernement venait demander à l'une ou l'autre des parties, que ce soit la banque ou le gérant, une clé de décryptage, évidemment qu'ils pourraient le faire. Nous ne pourrions pas le faire en tant que partenaire technologique, ce qui typiquement n'est pas le cas pour des acteurs comme Google, Facebook, etc., qui eux ont accès aux données et si un gouvernement leur demande l'accès aux informations, ils peuvent le faire. Grâce à We Can Comply, ce coffre-fort, aujourd'hui la société We Can, elle est largement dans les chiffres noirs. Comment ça se passe ? Alors écoutez, on a eu la chance en fin d'année dernière de faire une première partie d'augmentation de capital qu'on va compléter. Près de 2 millions de... Exactement. Alors on va l'annoncer tout bientôt, mais au total sur cette série qu'on appelle B, on aura levé 3,3 millions de francs suisses. Principalement... Encore 1,5 million à venir, c'est ça ? Par rapport à celle de décembre annoncée. Exactement. Alors qui a été signée entre-temps et qui va bientôt être communiqué. Qui souscrit à ce genre d'augmentation de capital ? Alors ici, c'est principalement des entrepreneurs, des anciens entrepreneurs, des personnes qui voient le potentiel de ce que l'on est en train de créer. Pas les banques clientes. Alors, volontairement, pas les banques clientes. Ça a été un sujet de discussion depuis le démarrage du projet avec les banques, de dire est-ce qu'on s'associe ou est-ce qu'on crée finalement une institution à côté. Et on a décidé de créer cette association à côté pour qu'il n'y ait pas, vous citiez Pictet, Lombardier ou d'autres qui soient actionnaires de We Can Group et finalement qui pourraient nous empêcher de faire venir d'autres banques alors qu'on se veut être une solution neutre du marché pour le marché, mais pas la solution d'une banque ou d'un groupement de banques. Les potentiels investisseurs comprennent facilement de quoi ils retournent. C'est une technologie qui est facile à vendre. Alors, je dirais que ça dépend vraiment des typologies d'investisseurs. Donc là, il y en a un sur lequel on peut communiquer qui s'appelle Michel Rébier, qui est un investisseur dans la région, un entrepreneur dans la région qui est connu, qui a plusieurs activités dans différents domaines. Avis Victoria notamment, de Exactement. Privé, le groupe Avis Victoria, qui est propriétaire également d'hôtels, de cliniques privées, de domaines viticoles. Lui voit vraiment un intérêt pour pouvoir sécuriser les informations, s'assurer de la conformité dans ces différents établissements. Et finalement, c'est à la fois un investisseur, mais c'est aussi un client, puisqu'avec lui, on va commencer le déploiement de ces coffres-forts dans ces différents établissements. Avant de passer à la deuxième partie de l'émission, un dernier mot plus général sur la blockchain à Genève. Quand on regarde Genève et qu'on compare Genève à Neuchâtel, par exemple, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un dynamisme quand même bien supérieur à Neuchâtel, où il y a une série d'entreprises en ce moment qui réussissent beaucoup, et la société Nîmes, un réseau sécurisé qui a levé, lui, pardonnez-moi, plus de 30 millions de francs récemment. D'autres solutions sont présentes à Neuchâtel, avec aussi des financiers internationaux. On cite Paris Hilton comme une des investisseuses. Là, il y a un retard pour Genève à rattraper ? Alors, Neuchâtel est un très très bon écosystème qui a pris beaucoup d'avance, notamment dans sa relation entre le canton, la banque cantonale et les entrepreneurs locaux et du coup beaucoup d'entrepreneurs internationaux qui sont venus s'installer à Neuchâtel pour lancer leurs projets. Et ça, je pense que ça a été la clé du succès de Neuchâtel. Pendant longtemps, la seule banque en Suisse qui ouvrait des comptes pour les émetteurs de jetons numériques a été la Banque cantonale de Neuchâtel. C'est toujours le cas sur certains projets. Il y a des entrepreneurs genevois qui sont allés s'installer à Neuchâtel pour cette raison-là. Donc, ils ont vraiment réussi à combiner toutes les strates de la collectivité, si on veut, pour pouvoir créer cet écosystème qui est très, très fort. Boosté par quelques personnes clés. À Genève, je ne dirais pas nécessairement qu'on est en retard. Je dirais qu'aujourd'hui, c'est des acteurs qui sont assez différents dans leur positionnement et aussi dans les produits qu'ils développent. C'est plus institutionnel. On a beaucoup d'acteurs qui sont dans le domaine de la banque privée ou de la banque en général, qui sont ici et qui continuent à se développer. Donc voilà, je pense que c'est des différences de positionnement
et ça ne veut pas dire qu'on ne collabore pas ensemble. Nous, on est assez proches aussi de plusieurs acteurs à Neuchâtel, donc il y a pas mal de collaboration entre guillemets entre les acteurs des différents cantons. Ça reste une petite communauté. Et pour conclure, Week-end aujourd'hui, c'est dans les chiffres noirs ou pas? Non. Alors écoutez, l'an dernier, on a été break-even pour la première année. On est plutôt ravis de notre croissance, puisqu'on a une croissance de notre chiffre d'affaires qui est assez importante, et notamment avec l'arrivée de maintenant 13 banques et 74 gérants de fortune indépendants. Ça nous permet d'avoir une certaine sérénité, sachant qu'une particularité, c'est que tous ces acteurs bancaires nous ont rejoints déjà pour co-construire la solution, mais aussi sur les 3 prochaines années. Donc ça nous donne une certaine visibilité quant au développement de ce produit en particulier. Vincent Pignon, parallèlement à votre carrière entrepreneuriale, vous êtes également chercheur et enseignant. Pourquoi mener ces 3 activités de front et ne pas vous concentrer sur une seule? Alors aujourd'hui, je suis 100% concentré sur mon activité entrepreneuriale. Historiquement, c'est vrai que c'est un parcours qui est peut-être un peu atypique parce que j'ai commencé avec une activité qui est une activité de chercheur académique. J'ai fait un doctorat, j'ai eu un poste qui était lié à ça pendant quelques années, pendant près de 7 ans. Et finalement, ce qui m'a toujours attiré, et je l'ai aussi vu dans cette activité académique, c'est l'entrepreneuriat. Donc aujourd'hui, je suis 100% focus sur cette activité-là. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes finalement 100% focus là-dessus maintenant? Je dirais que c'est le côté passion de Week-end et de tout ce qui va avec, de pouvoir construire une équipe, de pouvoir construire un projet, de pouvoir avoir une vision et essayer de la mener à bien. Et ce qui a été très, en tout cas utile pour moi, c'est le fait d'avoir poussé jusqu'au bout l'expertise technique en termes de recherche et développement avec mon background académique, ce qui me permet aujourd'hui de maîtriser les sujets et pas de les survoler. Donc c'est un certain confort. Après, ça peut être plus compliqué pour certains. La technologie évolue très vite, ça va vous redonner envie de refaire de la recherche plus tard? Alors c'est possible, en tout cas je me ferme pas la porte. C'est l'intérêt quand on a, on va dire, un cursus académique, c'est que c'est relativement simple de revenir dans les laboratoires ou en tout cas au sein des écoles et universités. Là aujourd'hui, je l'ai mis de côté. Alors quand je dis que je l'ai mis de côté, j'ai toujours un petit pied dans l'académique puisque je suis co-dirigeant d'une formation sur la stratégie blockchain avec une école à Genève. Depuis maintenant à peu près 3-4 ans, mais c'est uniquement un rôle de responsable de formation et beaucoup moins d'enseignant, chercheur comme c'était le cas précédemment. Exact. Ouais. Alors, vous avez fait un doctorat, vous l'évoquiez tout à l'heure, tout en travaillant déjà dans un bureau. Comment vous avez géré parce qu'une thèse, ça prend énormément de travail. Ouais, alors je pense que c'était quand on est sportif et qu'on s'entraîne beaucoup, là je pense que c'était une bonne. Le cas aussi. Hein. C'était en plus, ouais, c'était une bonne préparation parce que finalement j'ai toujours fait mes études en emploi. Donc à partir de mon bachelor, j'ai commencé à travailler. J'ai toujours été en emploi jusqu'à la fin de mon doctorat. Donc à aucun moment je n'ai fait que travailler ou étudier. J'ai toujours étudié en travaillant. Et finalement, à la fin de mon doctorat en travaillant, c'est là aussi où j'ai commencé à entreprendre et à voir finalement le sens que ça donnait et l'intérêt que ça m'apportait. Vous faites du sport, du biathlon? Alors, du triathlon. Du triathlon, on en rajoute un, comme votre carrière finalement en triangle. Comment vous arrivez à gérer votre journée? Vous avez la notion du sport maintenant encore en permanence? Exact. Alors je viens de courir, donc j'enchaîne. Mais venir ici. Exact. Mais disons que, en tout cas pour moi, ça m'apporte de la rigueur et une certaine routine et un équilibre. Et sans ça, je pense que j'arriverais pas à faire tout le reste. Et finalement, cette routine-là, c'est-à-dire que je m'y tiens de façon très très stricte, mais ça m'impose de gérer mon temps au mieux. Et finalement, aujourd'hui, je fais du sport tous les jours. Je vais faire mon premier Ironman en juin. J'ai fait le Ironman de Genève il y a 3 ans maintenant. Et finalement, d'avoir cette rigueur-là et de m'imposer aussi entre guillemets, cet échappatoire me permet de faire des breaks dans ma journée et de ne pas être non-stop en train de travailler, ce qui est toujours compliqué quand on est passionné, quelle que soit sa profession, mais probablement encore plus quand on est entrepreneur, parce potentiellement, on pourrait le faire tout le temps. Vous courez après, là, j'imagine, les succès sportifs, mais sûrement aussi entrepreneuriaux. Qu'est-ce qui vous a fait quitter la France et pourquoi vous êtes installé? La FinTech, on sait que le président Emmanuel Macron a fait beaucoup de discours pour dire que
la France doit se profiler comme une nation tech en Europe. Et puis vous avez fait le chemin de venir ici à Genève. Qu'est-ce qui motive ou qu'est-ce qui explique cette décision ? Alors ici, ça a été principalement deux raisons. La première raison, c'est, on va dire, la poursuite de mon cursus académique. Je terminais mes études, donc je partais des États-Unis à ce moment-là. J'avais le choix, entre guillemets, d'aller enseigner dans un peu n'importe où sur la planète, dans une institution académique. Et je vous avouerai que Genève, en termes de cadre de travail, mais aussi de cadre de vie personnelle, a été un critère qui a été vraiment très, très fort dans ma décision. Ma femme travaillait également énormément dans un cabinet de conseil en stratégie, terminait très tard les nuits. Et je pense que c'était le bon moment pour trouver, on va dire, un mode de vie un petit peu plus sain par rapport à ça. Vous êtes arrivé à un moment où les relations entre l'Union européenne étaient excellentes, tout était facile. Tout s'est compliqué depuis le mois de mai 2021 et la fin abrupte des discussions sur l'accord cadre entre l'Union et la Suisse. Aujourd'hui, vous voyez ça comme vraiment un danger ? On se crée des problèmes pour peut-être les 10 années qui viennent ? Alors, je l'ai vécu pendant que j'étais enseignant-chercheur, notamment sur les projets de recherche, parce que aujourd'hui, la plupart des professeurs ou des chercheurs suisses vont chercher des fonds européens ou des fonds internationaux, collaborent avec les universités évidemment mondiales. C'est très difficile d'être entre guillemets en silo, seul dans son coin pour faire de la recherche. Et du coup, ça, c'est un vrai risque pour la R&D et pour le développement des institutions académiques suisses. Et je pense que toutes les institutions académiques sont assez claires à ce sujet-là. Ça en est un autre probablement aussi pour les étudiants, parce que c'est une vraie opportunité de pouvoir aller faire des études dans d'autres établissements à l'international. Et le fait de ne plus avoir cette passerelle-là pourrait être clairement dommageable. Et pour l'entrepreneuriat, pour ceux qui se lancent après leurs études dans la création d'entreprises, on a aussi un danger ? Alors, celui-là, je le perçois moins. Et je vais vous partager peut-être deux anecdotes. Mais la première année où j'ai enseigné, alors j'étais déjà relativement ancré avec l'entrepreneuriat et je faisais un test auprès de mes classes d'étudiants. Donc, c'était à peu près une centaine d'étudiants par année pour savoir ce qu'ils aimeraient faire à l'issue de leurs études. Et alors, on parle ici de 2010-2012. Et j'avais à peu près 5% des étudiants qui voulaient être entrepreneurs. Donc un nombre très très faible, surtout les premières années. Un nombre qui a progressivement monté, mais qui est resté très modeste. Et les deux autres catégories, et ça peut paraître encore aujourd'hui relativement surprenant, mais les deux autres grandes catégories, c'était l'administration publique, et l'autre, les grandes entreprises, comme les entreprises d'audit, les banques, etc., qui étaient sollicitées par les étudiants. La tech séduit beaucoup dans l'entrepreneuriat, de nouvelles technologies qui arrivent. On dématérialise quand même beaucoup notre monde. Est-ce qu'on n'arrive pas gentiment à un point où on le fait trop ? Alors, je pense qu'il y a de plus en plus une résistance à ça, et le Covid a probablement renforcé ça parce qu'on s'est tellement digitalisé et renfermé, entre guillemets, sur soi, au sens propre comme au sens figuré, qu'aujourd'hui, on a plutôt envie de contact physique, de sortir de ce monde digital. Donc ça, c'est effectivement un risque. Après, ce qu'il faut aussi voir, c'est qu'avec cette augmentation radicale de la digitalisation, ça amène aussi un certain nombre de risques, notamment de risques de conscience du partage de ces données sur Internet, de risques sécuritaires. On voit de plus en plus depuis 1 an, 2 ans des attaques de hackers auprès d'institutions publiques, auprès d'organisations privées qui ont pensé non vulnérables à ce type d'attaque. Donc ça, je pense que c'est un élément quand même qui est assez déterminant. C'est une réalité. Il y a beaucoup de données qui sont maintenant digitalisées. Il faut faire le maximum pour pouvoir les sécuriser et se les réapproprier progressivement. La technologie blockchain, elle remplace un produit existant ou est-ce qu'elle est totalement nouvelle si on la transpose au monde réel ? Alors, c'est pas totalement nouveau. C'est ce qu'on appelle de plus en plus le Web 3.0. Donc, on a eu 2 évolutions du Web, le Web 1, le Web 2, le Web 3 maintenant. Ce que ça apporte principalement, c'est justement cette décentralisation de la propriété. C'est le fait qu'on va pouvoir interagir sur Internet avec de la valeur, donc des actifs digitaux. Ça, c'est le première évolution radicale. Jusqu'à présent, on passait par des intermédiaires pour le faire. Les opérateurs de cartes bancaires ou des acteurs de ce type-là. Là, on peut interagir directement en peer-to-peer, de pair à pair, avec des actifs digitaux sur un réseau Internet. Mais ça ne remplace pas
Internet. On est sur la même infrastructure que l'infrastructure d'Internet. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux gens qui sont peut-être angoissés par cette technologie ou qui ne la comprennent pas, qui se sentent envahis dans leur mode de vie par ça ? Alors, c'est un bon point. Je pense que c'est encore peu compris, qu'il y a encore beaucoup de confusion, parce que finalement, il y a beaucoup de termes nouveaux. On a beaucoup parlé des crypto-monnaies, on parle beaucoup de Bitcoin, Ether, etc. La technologie sous-jacente, finalement, on en parle moins ou assez peu, et surtout on a peu l'occasion d'interagir avec. Aujourd'hui, je ne pense pas que vous ayez déjà eu l'occasion, alors peut-être avec les crypto-monnaies, mais sinon d'utiliser une application qui est sur la blockchain. C'est encore très très rare. Weekend Comply, ça fait partie des rares applications B2B qui permettent d'interagir avec la blockchain entre guillemets à l'échelle. Mais sinon, c'est encore quelque chose de relativement nouveau qui est en train de s'accélérer très fortement, notamment avec les NFT et le Web 3.0 qui est en train de prendre une dimension beaucoup plus importante. Dernière question avant de passer au quiz éclair. Qu'est-ce qui, selon vous, ne peut pas être digitalisé dans notre monde ? Elle est où la limite morale ? Alors la limite morale, c'est une bonne question. Je pense que le grand enjeu, ça va être de pouvoir la conscience personnelle et tout ce qui va avec. Ça, c'est quelque chose qui est très difficile à protéger. Et aujourd'hui, il y a une perte de contrôle d'un grand nombre de la population qui ne se rend pas compte que ces interactions avec le digital peuvent du jour au lendemain devenir publiques. On parlait de Neuchâtel tout à l'heure, c'est le dernier hack en tout cas à l'université. Exactement, qui est sorti. On se retrouve avec un ensemble de personnes sur lesquelles des détails quand même très très personnels sortent sur le dark web. Aujourd'hui, on est plus protégé et ça, les gens n'ont pas encore extrêmement conscience et vont partager encore très facilement des informations personnelles, des photos, des vidéos qui demain pourraient porter préjudice, leur porter préjudice ou porter préjudice à des tiers. Pour terminer, Vincent Pignon, nous avons préparé un petit quiz éclair. Frédéric, je me laisse l'honneur pour la première question. Merci Vincent. Vincent Pignon, vous êtes Bitcoin ou Ethereum ? Bitcoin. Pourquoi ? Alors, au début, j'étais Ethereum. J'ai passé plusieurs années très, très investi dans l'Ether. Et aujourd'hui, je pense que les fondamentaux de la blockchain et des blockchains publiques reposent sur Bitcoin. Donc, je suis un vrai partisan de Bitcoin. Elon Musk ou Warren Buffett ? Alors, clairement, Elon Musk. C'est un entrepreneur qui me fascine parce que, déjà, c'est un entrepreneur, contrairement à Warren Buffett. Et en plus, c'est un entrepreneur qui n'a pas peur de s'attaquer à des choses qui paraissent impossibles. Est-ce que vous êtes propriétaire ou locataire ? Alors, propriétaire. À Genève, on dit que c'est impossible, il n'y a presque pas d'objets sur le marché. Alors, je suis dans le canton de Vaud, c'est peut-être pour ça. iOS ou Android ? Alors, moi, je suis sur Apple depuis tout le temps. On parle de sécurité. Est-ce qu'il y a une plateforme qui est globalement plus avancée que l'autre, vu que l'une est open source ? Alors, je pense pas. Quelque chose qui me plaît particulièrement dans la philosophie d'Apple versus celle que pourrait avoir Google, c'est le fait que la privacy et justement le respect de la propriété privée des données est en tout cas un cheval de bataille, qu'ils ne vendent pas les informations, contrairement à Google qui travaille beaucoup sur la commercialisation des données privées. Et ça, en tout cas, c'est quelque chose que je défends pour Weekend, que je porte en termes de vision. Donc ça renforce ce choix. Si vous vendiez Weekend, ce serait à Temenos ou à Valoc ? Alors, je laisse le choix ouvert. Café en capsule ou café en grain, pour terminer ? Alors, café en grain. Et ça fait plusieurs années maintenant que j'ai changé. J'étais Nespresso avant. Aujourd'hui, je préfère avoir le choix du grain. Et puis, surtout, l'impact écologique me porte à cœur par rapport à ce choix en particulier. Merci Vincent Pignon. Merci à vous. Merci Frédéric Lelièvre. Merci Vincent Magny. De la GFI, on se retrouve la semaine prochaine dans B2B pour partir à la rencontre de nouvelles personnalités romandes de l'économie. À bientôt. B2B en partenariat avec la GFI. Retrouvez chaque semaine une personnalité romande, monde de l'économie, portrait, entrepreneur et innovation. Rencontre avec les femmes et les hommes qui font la Suisse romande. B2B. B2B avec Groupe Mutuel, l'assureur des entreprises
et des indépendants.